L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Le Conseil national de la consommation installé ce jeudi après sa création en 2016. Les 32 membres ont la charge de mieux assurer la protection des consommateurs et renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. Du gaz comme alternative aux barrages hydroélectriques qui enregistrent une forte baisse du niveau des eaux, une alternative envisagée depuis bien des années. Où en est la recherche? La Côte d'Ivoire pourra-t-elle user de cette solution dans cette crise énergétique qu'elle traverse? Des réponses dans ce journal. Et nous verrons aussi la remise de 80 lettres d'affectation à des souscripteurs bénéficiaires du premier chantier lotissement à équipement modéré d'Adiopo-Doumé. Ces lotissements conçus sur la base de l'offre à l'acquéreur permettent aux souscripteurs de construire eux-mêmes et à leur rythme financier des logements décents. Démarrant par cet hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté par le président du CESEC. Ce jeudi, il s'est rendu avec ses équipes au siège de la grande chancellerie. Une visite de Jenaka Awele, pas comme on l'a d'ailleurs vu au cours de la semaine au sein des institutions sous la tutelle du CESEC. Mais là, il s'agissait d'honorer celle qui aura consacré sa vie à la Côte d'Ivoire, suivant ce commentaire de Sidonie Davila. Henriette Dagri-Diabaté, présidente de la grande chancellerie, une femme pleine d'expérience, une femme qui inspire. Elle est honorée par le président du CESEC, Eugène Aka Awele, à l'occasion de sa visite de prise de contact avec les institutions. Toute sa vie, elle a consacré à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Nous sommes venus vraiment au nom de notre institution lui rendre un grand hommage et bénéficier, encore une fois de plus, de son amour pour le prochain. Nous sommes venus lui dire que dans la position où nous nous trouvons, plus qu'hier, nous comptons sur elle, sur ses conseils avisés, sur sa grande expérience. Démarré la semaine dernière, les visites du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel consacré aux institutions de la République prennent fin avec cette étape de la grande chancellerie. Un organisme gouvernemental dédié aux consommateurs est désormais fonctionnel. Le Conseil national de la consommation, une structure consultative officiellement créée en 2016 pour mieux assurer la protection des consommateurs et renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. 32 membres composent ce conseil. Près de 5 ans après sa création, il a été installé ce 6 mai, suivant ce reportage de Lanciné Bakayoko. Le gouvernement, plus que jamais, se mobilise pour créer de nouveaux outils de régulation économique. Les 32 membres du Conseil national de la consommation qui prennent fonction devraient conjuguer compétitivité des entreprises de production et renforcement de la protection des consommateurs. Vous devez donc réfléchir et agir pour la consommation, pour une consommation plus sûre, plus soucieuse des générations futures, plus respectueuse des différents droits. Il s'agit pour cet organe paritaire consultatif de bonne gouvernance de permettre une meilleure fluidité du marché tout en garantissant aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et de bénéficier des offres les plus performantes, notamment en termes de prix et de services rendus. Cet organisme paritaire consultatif a ainsi pour but de créer un cadre de rapprochement entre les consommateurs, les organisations patronales et l'administration publique, de sorte à instaurer un climat sain. Ça vient à point nommé en une période où les consommateurs, la plainte des consommateurs vient de partout sur l'étendue nationale du territoire. Pour le gouvernement, cette structure appelée Conseil national de la consommation représente donc le dernier maillon de la digue qui va protéger les populations contre les velléités d'abus en tout temps et en tout lieu. Elle vient donc parachever et renforcer le dispositif institutionnel dédié à la lutte contre la vie chère. Elle démontre clairement, en tout cas, la volonté du gouvernement de renforcer le monde consumériste et de lui offrir un cadre d'échange approprié permanent. Le Conseil national de la consommation pourra émettre des avis sur les textes de loi susceptibles d'impacter la consommation.
Et les consommateurs en Côte d'Ivoire s'inquiètent des perturbations du réseau de distribution de l'électricité. La baisse du niveau des eaux dans les barrages hydroélectriques sont en cause. Une autre piste de production d'électricité est explorée. Le gaz, l'une des ressources énergétiques principales du pays. Des investissements ont été réalisés pour développer des centrales thermiques. 3 groupes thermiques sont déjà en service. Des précisions sur ce qui pourrait être une solution à la crise énergétique sont données par Jean-Luc Bongbo. On regarde. Des barrages hydroélectriques pour la production de l'électricité, mais également des centrales thermiques alimentées par le gaz naturel. Nous utilisons le gaz naturel qui provient des opérateurs gaziers. Et c'est ce gaz naturel-là que nous allons transformer pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les turbines à gaz qui permettent cette transformation. Mohamed Traoré est directeur technique dans une des 4 centrales thermiques du pays. Bien que dominant dans le mix énergétique, la production de l'électricité à base de gaz reste peu connue et son process relativement complexe. On va faire une combustion au niveau de ce gaz-là. Il sera ensuite détendu au niveau de ce qu'on appelle la turbine elle-même. Et cette turbine étant accouplée à un générateur, on pourra ainsi produire de l'énergie électrique. Maintenant, le fameux gaz de combustion qu'on utilise pour faire tourner la turbine à gaz, au lieu de le mettre à l'atmosphère, on a fait ce qu'on appelle un cycle combiné. Donc on va récupérer ce gaz de combustion-là, on va l'utiliser dans une chaudière de récupération pour chauffer de l'eau. Ça va produire de la vapeur et cette vapeur-là, on va ensuite l'utiliser pour faire tourner, cette fois-ci, une turbine à vapeur qui est elle-même également accouplée à un alternateur qui permet la production d'énergie. Une fois produite, l'énergie est transportée sur le réseau électrique national. La distribution de cette énergie aux usagers reste du ressort de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais la production de gaz en Côte d'Ivoire ne permet pas de satisfaire la demande nationale des centrales thermiques, d'où d'importants investissements en cours de réalisation dans le secteur, comme ici à la centrale d'Azito. L'équipement de production qui est en construction maintenant fait partie de ce programme qui a été conçu depuis de longues années et il prévoit donc des mises en service d'équipements, de nouveaux équipements de production, de sorte à couvrir la demande en énergie qui est croissante et qui permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là, compte tenu de la situation du moment. En attendant de faire évoluer le mix énergétique dans le sens des énergies renouvelables, avec notamment la construction de nouveaux barrages hydrauliques, les centrales thermiques restent l'une des principales solutions à la production de l'électricité et à la satisfaction des besoins des populations. Et nous espérons des avancées dans la recherche de solutions à cette crise énergétique. Nous parlons à présent de politique d'intégration africaine. Un atelier d'actualisation de plans stratégiques de l'intégration s'est tenu ce jeudi à Abidjan. Ce plan permettra de prendre en compte les nouveaux enjeux et d'accélérer la dynamique d'intégration dans l'espace CEDEAO. Éric Corré. Mettre en œuvre une des visions stratégiques du président de la République permettant à la Côte d'Ivoire de réussir son intégration dans l'économie mondiale tout en coopérant avec les pays voisins pour le renforcement de l'intégration régionale est l'objectif de la rencontre d'Abidjan, qui a vu la participation du ministre en charge de l'intégration, Alicide Djedji. Nous devons, au plan de l'intégration africaine, nous adapter aux objectifs fixés par les organisations sous-régionales et régionales. Et également, la Côte d'Ivoire doit enrichir le plan d'intégration africain, que ce soit au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union africaine. Les experts dans tous les domaines sont à fond dans cette mission. Pour cela, ils ont procédé au lancement du processus d'actualisation du plan stratégique de l'intégration. En plus, un autre lancement concernant le processus de la rédaction du plan stratégique du Bureau national de la CEDEAO a également eu lieu. C'est un outil qui vraiment permettra à terme d'être un exemple. Pour la petite histoire, nous avons une réunion récemment
des bureaux nationaux de la CEDEAO ici en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté donc un peu le processus et il a été pris comme vraiment exemple qui sera développé à terme dans le reste donc, des États membres. Cela permettra des ajustements nécessaires à faire dans ce programme stratégique mis en place depuis 2018 et qui va s'achever en 2022. À cela, il faudra ajouter de nouveaux défis et enjeux. Au thème de cette rencontre, les différentes étapes d'actualisation du plan stratégique seront validées par les participants. À Adio-Podoumé, 80 souscripteurs bénéficiaires du premier chantier lotissement à équipement modéré ont reçu leur lettre d'affectation. C'est là l'aboutissement d'un sous-programme des logements sociaux qui permet de faciliter à des couches économiquement faibles de bénéficier d'une propriété. Chèque connaît. Sourire aux lèvres, suivi d'applaudissements nourris. La joie des 80 souscripteurs au projet de lotissement à équipement modéré LEM d'Adio-Podoumé est immense après la réception de leur lettre d'affectation. Cette solution LEM, où à partir de la plateforme payée par nos soins, nous accédons à une maison construite petit à petit par nous-mêmes. Croyez-moi, messieurs les ministres, nous avons trouvé la solution du logement social. Depuis 2013, la majorité de ces souscripteurs avaient été déclarés inéligibles au programme de logements sociaux à raison des revenus insuffisants et irréguliers dont ils disposaient. Le programme LEM se présente ainsi comme l'ultime solution pour faire d'eux des propriétaires. Le projet LEM, en son temps, a suscité beaucoup d'espoir et il nous a permis à nous d'acquérir un logement décent. Dans sa volonté de trouver une solution au déficit de logement, le gouvernement a lancé la construction de 1200 LEM qui sont des plateformes comprises entre 80 et 108 mètres carrés, construites sur un foncier doté de VRD primaires et secondaires pris en charge par l'État. L'acquéreur paye juste la plateforme qu'il aménage selon ses moyens, un concept qui vient résoudre la question de la sécurité foncière. Pour cette année 2021, 1500 LEM supplémentaires, dont 625 dans la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zegui, seront réalisés avec toutes les mesures d'accompagnement budgétaire. Le programme LEM s'étendra à l'intérieur du pays, dans tous les chefs-lieux de région et de département. Nous disposons de réserves foncières conséquentes pour permettre à beaucoup de compatriotes ivoiriens d'en bénéficier. Sur 110 plateformes livrées en décembre 2020, 80 acquéreurs sont déjà à plus de 60% du taux d'achèvement de leur maison. Et voilà un programme qui compte dans la politique de développement social du pays. La Côte d'Ivoire est aussi engagée pour la réconciliation nationale. L'actualité politique ces derniers mois enregistre des annonces sur le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers des crises post-électorales et le retour aussi de l'ancien président Laurent Gbagbo, un engagement clairement défini pour faire évoluer et même consolider l'idée de la Côte d'Ivoire solidaire. Le temps de l'union sacrée a peut-être sonné. Écoutons l'avis des fils et filles de la Côte d'Ivoire dans ce dossier proposé par Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire amorce une dynamique nouvelle du processus de réconciliation nationale. Rassembler tous ses fils et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre Côte d'Ivoire. Nous avons l'impérieux devoir, et ça c'est extrêmement important, de léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire réconciliée. La réconciliation doit être vécue dans la vérité, dans la sincérité, avec humilité. Chacun doit apporter du sien et je crois que c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le 29 avril dernier, au cours de sa rencontre avec la région de Lamé, le chef de l'État partage une vision, celle d'un pays avec une réconciliation renforcée. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Et la parole fait bien vite place aux actes. Le 30 avril, à la primature, le chef du gouvernement reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place
du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire. Dans ce même laps de temps, au ministère de la Réconciliation nationale, les rencontres se succèdent pour le retour de certains leaders politiques toujours en exil. Il me semble que nous sommes dans le temps de la paix, que leur retour au pays vienne aider à consolider la paix. Les populations, elles, saluent cette dynamique. Le président Alassane Ouattara, il a vraiment réfléchi haut. Et c'est un grand homme, c'est un homme de cœur. Cette décision devait être prise depuis, parce que ça allait plus consolider l'union et puis la paix en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a ses partisans qui, certains souvent se mettent à l'écart de la construction du pays parce que leur leader charismatique n'est pas là. Avec l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, je pense que les esprits vont s'apaiser et puis les choses vont aller. Tout ce que je peux dire, c'est merci au président, vraiment merci. Vous avez fait un très grand geste en faveur de la population ivoirienne. Sur la scène politique, l'on est bien conscient de ce souffle nouveau en faveur de la réconciliation nationale. Pour Anne Désiré Uloto, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné l'exemple dès son accession à la magistrature suprême. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je vais lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Pour Anne Uloto, la réconciliation doit se faire dans la sincérité. Tous les acteurs d'une crise sont concernés par la réconciliation. C'est la raison pour laquelle il est important que la réconciliation se fasse dans un processus. Je demande pardon. J'accompagne ce pardon d'actes forts pour réparer. Et je m'engage à ne plus recommencer. Je promets que cela ne se reproduira plus. Un processus qui, justement, pour l'UDPCI, doit bien prendre en compte les populations. La réconciliation est certes la réconciliation des politiques, des hommes politiques, des acteurs politiques, mais la réconciliation aussi entre les citoyens ordinaires, donc des actions de proximité qui contribuent à consolider la cohésion nationale. Et cela est une demande forte de nos compatriotes. La plateforme EDS partage cette vision et appelle à un dialogue national. Aujourd'hui, il y a de nombreux acquis. Il y a une bonne avancée dans le processus de réconciliation nationale, avec notamment la libération du président Laurent Gbagbo, qui est notre référent politique. Cette réconciliation, oui, elle impose un devoir de vérité. Un devoir de vérité et de repentance. Vérité et repentance dans tous les camps, quels que soient tous les camps. Et je pense que ces deux éléments doivent entrer dans le cadre d'un dialogue national inclusif autour des principaux leaders politiques, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Bétier, le président Alassane Ouattara. Il est important que ce dialogue puisse aborder tous les problèmes qui pourront nous permettre d'aller à une véritable réconciliation. Le directeur exécutif du RHDP indique l'importance de cette étape. Pour lui, il faut que la classe politique fasse preuve d'humilité. Il y a aujourd'hui ce que nous appelons des victimes silencieuses. Ces victimes silencieuses souffrent. Et il est bon que nous, les responsables politiques, nous ayons le sens de la repentance. Il faut que nous ayons en nous l'humilité. Et c'est ce sens de l'humilité et la repentance qui vont aider à apaiser les cœurs et les esprits des uns et des autres. Je voudrais donc en appeler à une solidarité, à une vraie chaîne de solidarité autour des valeurs de tolérance, autour des valeurs donc de pardon, mais surtout autour des valeurs d'humilité. D'humilité, pour que, ensemble, nous puissions donc être aux côtés de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire solidaire se met en marche pour bâtir, main dans la main avec tous ses fils, l'avenir.
Voilà, la Côte d'Ivoire solidaire, le processus de réconciliation nationale renforcé, un dossier d'Alexis Ouedraogo. La RTI consolide aussi les liens avec les annonceurs. Ses partenaires ont été entretenus sur la nouvelle vision du média public au cours de cet événement incontournable, RTI Business, une occasion de réaffirmer le positionnement du groupe dans l'espace audiovisuel ivoirien et la présentation des audiences, des chaînes, ses nouvelles offres tarifaires et les opportunités de visibilité pour les annonceurs ont été exposées à cette occasion. Le point de Franck Quadio. La radio-télévision ivoirienne renouvelle le pacte de confiance établi dans la durée avec ses annonceurs et partenaires. Cette salle de cinéma à Cocody est choisie, loin des studios champs d'action habituels, pour présenter grandeur nature. En chiffres, le positionnement de la RTI leader en matière de couverture et d'audience média. Regardez un peu les données d'audience. On a vu qu'elles étaient dominées par RTI 1 et RTI 2. Au niveau des télés, on a vu que la 3 était en plein essor. On a vu également aussi que les radios Côte d'Ivoire et Fréquence 2 étaient très écoutées. Ça, c'est individuellement. Alors que la RTI est un groupe. Qu'est-ce que ça donne lorsque nous avons une audience cumulée? On combine à la fois RTI 1, RTI 2 et puis la 3. Ça veut dire que le client est vraiment visible partout. Et c'est cette force-là qu'on a concoctée et qu'on a symbolisée au niveau de ces nouvelles offres-là afin de pouvoir lui proposer. De nouvelles offres mieux adaptées aux réalités actuelles. Nous savons que nos annonceurs, c'est-à-dire nos partenaires, ont des besoins de plus en plus sophistiqués. Nous leur proposons d'autres types de communication que nous confectionnons ensemble afin que les annonceurs, leur communication puisse atteindre la cible. Nous faisons de leur satisfaction notre objectif fondamental. Satisfaction, le maître mot réaffirmé par le directeur général Fosseni Dambélé qui a insisté sur la mission de service public du média d'État, une mission accomplie avec professionnalisme. La RTI est à l'écoute des Ivoiriens, à l'écoute des auditeurs et des téléspectateurs et a su se réinventer pour renforcer sa résilience et répondre aux attentes. Nous avons avec vous et avec vos soutiens glané au cours de l'année 2020 différents prix qui démontrent cette qualité de l'offre éditoriale de notre groupe. Nous agissons pour la Côte d'Ivoire entière, étant entendu que nous sommes mandataires du service public de l'audiovisuel et nous savons qu'en la matière, les exigences et les attentes sont parmi les plus fortes. Nous nous engageons en tout cas à être à l'écoute. Nous nous engageons avec vous à aller plus loin ensemble en 2021 pour vous servir le meilleur. Un engagement bien perçu par les partenaires. De cette présentation très heureuse et satisfaite de savoir qu'on ne s'est pas trompé, nous en tant qu'annonceurs, de faire confiance à la RTI pour promouvoir nos différentes activités. Aujourd'hui, on a pu assister à 3 présentations donc de différents cabinets qui nous ont donné la possibilité de constater et de voir que la RTI demeure la chaîne la plus regardée. Ils nous ont donné aussi la possibilité, à partir des chiffres, de pouvoir évaluer le taux de pénétration de la RTI en termes de consommation média chez les Ivoiriens. Le groupe RTI, notons-le, est selon African Business le média le plus suivi en Afrique de l'Ouest et il occupe au niveau continental la 14e place. Voilà, la RTI est aussi le partenaire de la santé en Côte d'Ivoire et vous informe quotidiennement sur la situation sanitaire liée au Covid-19. Voyons d'ailleurs le point du jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce jeudi 84 nouveaux cas de Covid-19, 31 cas de guérison. Et ce 6 mai, 46 315 cas confirmés sont comptés au total en Côte d'Ivoire, dont 45 764 personnes déclarées guéries, 291 personnes sont malheureusement décédées et il reste encore 260 cas actifs comptés sur le territoire national. En tout, en Côte d'Ivoire, la campagne vaccinale aura enregistré 215 010 personnes vaccinées contre la Covid-19.
Des avancées dans la lutte contre la pandémie. Hier soir, les États-Unis annonçaient être favorables à la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19. Bruxelles, Berlin et Paris ont emboîté le pas ce jeudi à Washington et à l'Union africaine qui se félicite aussi de ces évolutions. Concrètement, cela veut dire que les pays en développement pourraient produire du Moderna ou du Pfizer sans demander l'autorisation des fabricants. L'Inde et l'Afrique du Sud le réclamait depuis longtemps, mais l'industrie pharmaceutique reste à convaincre. L'Organisation mondiale du commerce doit se réunir à nouveau le mois prochain sur ce dossier. Parlons du mois de Ramadan. C'est un mois au cours duquel qui est marqué par des actes de solidarité. Les personnalités publiques et politiques ont fait preuve de charité envers les couches défavorisées, tant en apportant des vivres qu'en partageant des repas avec ces personnes défavorisées. Le député de Korogo ne déroge pas à la règle. Il a partagé avec les artisans ferronniers d'Abobo le repas de la rupture du jeûne musulman. Suivant ce récit de nous Sangaré et Parga se reconnaît. Mois de pénitence, de miséricorde et de recueillement. Le Ramadan est aussi une période de partage et de solidarité. Dans cet élan de solidarité, l'honorable Lassina Ouattara, député de la circonscription de Korogo commune, était aux côtés des artisans ferrailleurs d'Abobo Banco. Sa présence rompt le jeûne du jour avec les fidèles musulmans de cette corporation. Aujourd'hui, on a vu des personnalités de haut rang qui sont venues nous rendre visite. Ils ont fait la rupture collective avec nous. Ils nous ont apporté tous les moyens nécessaires pour que cette rupture soit une réussite. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que depuis là-haut, les autorités de ce pays pensent aux plus démunis et pensent aux ferrailleurs. Venir à Bobo chez nous, à la casse, un milieu où il n'est pas permis à tout le monde de venir parce que bon, voilà, les gens estiment qu'à Bobo, il n'y a pas de sécurité. À Bobo, c'est la précarité. L'honorable Laspé a décidé de venir, s'est fait accompagner par le chef d'état-major particulier. Cette rupture collective avec les artisans ferrailleurs d'Abobo Banco s'inscrit dans le cadre de la caravane de solidarité et de partage initiée par le député de Korogo commune. Opportunité pour lui d'inviter les fidèles musulmans à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, éprouvé ces derniers mois par la disparition de ses plus proches collaborateurs. J'ai demandé aux imams de vraiment prier le président Ouattara, parce que vraiment, il a besoin de la prière, pour donner la force, la santé et le courage toujours de gouverner cette Côte d'Ivoire. Fidèle à sa réputation d'homme engagé pour le social, chaque année, l'élu de la nation visite également à la même période des familles démunies pour leur apporter assistance. Cette année, ce sont plusieurs quartiers et sous-quartiers des communes d'Abobo, Marcouri, Koumassi et Trècheville qui ont été visités par l'honorable Lassina Ouattara. À chacune des étapes, les familles ont reçu des vivres et non-vivres. En sport, le camp Maracana Club remporte le trophée Eric Taba au cours d'une compétition, un tournoi de Maracana organisé dans la commune de Cocody, précisément à Angré. Le point de Cathy Touré et Jean-Sylvain Esso. Camp Maracana Club de Cocody enlève l'édition 2021 du tournoi de Maracana, doté du trophée de l'ambassadeur Eric Taba. Mais pour en arriver là, Camp Maracana Club a éliminé en demi-finale Mao Maracana Club 2-1 au tir au but. En finale, Zadi Djedje et ses coéquipiers en bleu n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires de Maracana Club de la Djibi en s'imposant 2-0. Bien servi dans la surface de vérité, l'incontournable Zadi Djedje, dans ce petit cafouillage, ouvre la marque juste avant la pause. En seconde période, le club Maracana de la Djibi tente de revenir par des petites actions inachevées. À 1 minute de la fin, l'insatiable Zadi Djedje, meilleur buteur du tournoi, double la mise. Sur cette longue transversale, il amortit le ballon de la poitrine, se joue de la défense et corse l'addition. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile, mais avec l'apport de mes partenaires, avec l'apport de Dieu, qui a couronné tous ces efforts-là, nous sommes très fiers de ce beau trophée que nous venons de rencontrer. C'est celui qui a mérité qui a remporté le trophée. Je félicite l'adversaire et puis pour moi c'était une très belle fête. En levée de rideau, un match de gala opposait les équipes de Belles Dames et des Adorables. Un match remporté par l'équipe des Belles Dames 2-1 au tir au but. À chaque fois qu'on m'appelle, je réponds présent.
Et puis ce jour, c'est le jour donc, de la fête des travailleurs. Il y a beaucoup de cadres parmi les joueurs. J'ai estimé que je devais apporter ma contribution. Et c'est la solidarité aussi. On a bien compris, hein, la chanson des Clés Salées, c'est la réconciliation. Nous sommes donc dans le temps de la réconciliation, dans le temps de la solidarité. Cette journée de Maracana a enregistré la présence de l'ex-international sénégalais Khalilou Fadiga. Ce tournoi qui vise à consolider les liens d'amitié a vu la participation de 8 équipes reparties en 2 poules. L'actualité internationale à présent, un fait insolite. Une mère de 25 ans a donné naissance à 9 bébés, 5 filles et 4 garçons. Cette jeune mère d'origine de Tombouctou a été évacuée au Maroc pour un meilleur suivi de sa grossesse. La jeune femme pensait attendre 7 enfants mais a finalement accouché de 9 bébés pesant entre 500 grammes et 1 kg. Ces enfants, encore fragiles, restent sous l'étroite surveillance de 3 pédiatres. Cet accouchement hors norme serait officiellement une première mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.